Disons que c'est pas tout à fait légal. Ça s'appelle l'inception. Je crois avoir trouvé le moyen de rentrer chez moi. Et ce dernier coup, c'est comme de savoir ce que c'est. On s'arrache. Balance-le, vas-y. Ça ne faisait pas partie du plan. Ah, réveille-moi. Inception. Voici des analyses et explications complètes du film. Le film Inception est une œuvre qui opère à plusieurs niveaux de lecture, tant dans sa structure narrative que dans ses thématiques profondes. Christopher Nolan construit un récit qui est avant tout une exploration de l'esprit humain, de ses méandres et de ses prisons intérieures. La prouesse technique et scénaristique sert un propos émotionnel et philosophique complexe. L'histoire de Dom Cobb est le cœur battant du film. En surface, c'est un thriller de science-fiction sur le vol d'idées dans les rêves. Mais en réalité, c'est un récit poignant sur le deuil, la culpabilité et la rédemption. Cobb n'est pas simplement un extracteur talentueux, c'est un homme hanté, littéralement et métaphoriquement, par le fantôme de son épouse. Sa culpabilité est l'architecture même de ses rêves, rendant chaque mission dangereuse. La notion de réalité est systématiquement déstabilisée. Nolan joue avec le spectateur en brouillant les frontières établies. Les totems, ces objets personnels dont seul le propriétaire connaît le poids et le comportement exact, sont le seul ancrage dans ce monde flottant. Pourtant, le film suggère que même ces garde-fous peuvent être corrompus, comme le montre la révélation que Mal avait manipulé son propre totem, la piégeant dans une croyance fatale. L'idée centrale de l'inception, implanter une idée dans l'esprit de quelqu'un pour qu'il la croie sienne, est le miroir du processus cinématographique lui-même. Nolan, en tant que réalisateur, effectue une inception sur le public. Il implante des images, des émotions et des questions qui continuent de résonner bien après la fin du film. Cette lecture métatextuelle est renforcée par la composition de l'équipe, qui peut être vue comme une équipe de tournage. Le réalisateur, Cobb, la conceptrice des décors, Ariane, le producteur, Arthur, l'acteur, Eames, le financier, Saito, et le public, Fisher. Le limbe est un concept fascinant. C'est l'espace onirique ultime, un monde infini construit à partir des fragments de l'inconscient partagé. Il représente à la fois un paradis et un enfer. Pour Cobb et Mal, c'était un endroit où ils pouvaient vivre des décennies et construire des mondes, mais c'est aussi ce qui a conduit Mal à perdre tout attachement avec la réalité. Le limbe symbolise le danger de s'évader trop profondément dans ses propres fantasmes ou ses traumatismes. La performance de Leonardo DiCaprio est cruciale. Il incarne Cobb avec une intensité nerveuse et une vulnérabilité palpable.
Sa quête pour rentrer chez lui et retrouver ses enfants est le moteur émotionnel qui rend la complexité du scénario accessible. Marion Cotillard, en Mal, est plus qu'une simple antagoniste. Elle est la personnification du regret, de l'amour perdu et de l'autosabotage. Sa présence spectrale est à la fois menaçante et profondément triste. La structure des rêves emboîtés est une prouesse narrative. Chaque niveau possède ses propres règles physiques et temporelles. Le temps qui se dilate exponentiellement à chaque descente crée une tension unique, où des années peuvent être vécues dans les profondeurs tandis que le corps reste inconscient dans un van qui tombe d'un pont. Cette structure est un commentaire sur la subjectivité de l'expérience temporelle, surtout dans les états altérés de conscience ou dans la mémoire traumatique. La bande originale de Hans Zimmer est un personnage à part entière. Le thème Time est devenu emblématique, encapsulant la mélancolie et l'urgence du film. L'utilisation de « Non, je ne regrette rien » d'Edith Piaf comme signal de réveil synchronisé est un coup de génie. Le fait que la durée de la chanson ralentie corresponde à la durée du film n'est pas une coïncidence, mais une démonstration du contrôle maniaque de Nolan sur chaque détail, renforçant l'idée d'un univers parfaitement réglé comme un rêve. Les effets visuels ne sont jamais gratuits. Le pliage de Paris, les corridors de l'hôtel sans gravité, la forteresse enneigée. Chaque image sert la narration et illustre des concepts abstraits. Il matérialise la malléabilité de l'esprit onirique. L'hôtel sans gravité, en particulier, est une métaphore visuelle brillante de l'instabilité des niveaux de conscience et de la façon dont les événements d'un plan supérieur tombent et perturbent les plans inférieurs. La théorie selon laquelle tout le film est le rêve de Cobb est séduisante par sa cohérence interne. Elle explique les anomalies, comme la présence intrusive de Mal dans des rêves dont elle n'est pas le sujet. Si l'on accepte cette lecture, la mission sur Fisher devient alors un rituel élaboré par le subconscient de Cobb pour se libérer de sa culpabilité, pour se pardonner et rentrer chez lui symboliquement. Fisher, l'héritier en conflit avec son père, serait un substitut de Cobb lui-même. Cependant, la théorie selon laquelle la véritable cible de l'inception était Cobb lui-même est tout aussi valable. Son beau-père, Miles, connaissant sa détresse, aurait pu orchestrer une opération pour implanter en lui l'idée de lâcher prise. La phrase clé « devenir un vieil homme », rempli de regrets, attendant seul dans un manoir ne serait pas pour Fisher, mais pour Cobb. Toute la mission serait alors une thérapie onirique complexe, avec Saito, Arthur et les autres comme thérapeutes engagés. La fin ouverte est l'élément le plus discuté. Le fait que Cobb tourne son totem mais détourne le regard pour rejoindre ses enfants est la clé de son arc émotionnel. Il cesse de chercher une validation extérieure de la réalité. Il choisit de croire, d'accepter le moment présent, que ce soit un rêve ou non. Cette interprétation, soutenue par Nolan lui-même, suggère que la réalité ultime est subjective et se trouve dans le choix et l'engagement émotionnel. La question philosophique de la distinction entre le rêve et la réalité est au cœur du film. Inception rejoint une longue tradition de scepticisme philosophique. Comment prouver que nous ne rêvons pas? Le film propose que la réponse ne se trouve pas dans un objet extérieur comme la toupie, mais dans une réconciliation intérieure. Cobb ne trouve la paix que lorsqu'il affronte et tue la projection de sa femme, c'est-à-dire lorsqu'il accepte la réalité de sa mort et de sa propre culpabilité. Le personnage d'Ariane, interprété par Elliot Page, est notre guide et l'élève du public. En tant qu'architecte novice, elle apprend les règles en même temps que nous. Son nom, référence au fil d'Ariane dans le labyrinthe du Minotaure, n'est pas anodin. Elle est celle qui aide Cobb à naviguer dans les labyrinthes de son propre esprit et à en sortir. Elle représente aussi la voie de la prudence, alertant constamment Cobb sur les dangers de mélanger ses projections personnelles avec le travail. Et la relation père-enfant est un leitmotiv puissant. Elle se décline sous plusieurs formes, Cobb et ses enfants absents, Fisher et son père mourant, et même la relation symbolique entre Cobb et Saito, qui, dans le limbe, devient un père figure décrépite que Cobb doit ramener. La mission réussit parce que Fisher se réconcilie avec l'image de son père et accepte sa propre individualité. Parallèlement, Cobb doit se réconcilier avec son rôle de père et accepter que Mal a fait son propre choix, libérant ainsi ses enfants de son propre fardeau. Le film est également une réflexion sur la création et la possession des idées. Dans le monde d'Inception, les idées sont la ressource la plus précieuse et la plus dangereuse. Une idée implantée peut détruire un empire, comme dans le cas de Mal, ou en construire un nouveau, comme l'éclatement de l'empire Fisher. L'idée est présentée comme un virus de l'esprit, capable de se répliquer et de tout transformer. C'est une métaphore de l'influence, de la propagande et même de l'amour. La scène de la mort de Mal est essentielle à comprendre. Cobb a pratiqué une inception sur elle en faisant tourner son totem dans le coffre-fort, lui implantant le doute que son monde n'était pas réel. Il croyait la sauver, mais il a corrompu le fondement même de sa réalité. C'est un acte d'orgueil et d'amour désespéré qui se retourne tragiquement contre lui.
Cela fait de Cobb un anti-héros profondément faillible, dont la culpabilité est à la fois injustifiée, il ne l'a pas physiquement poussé, et existentiellement justifiée, il a violé l'intégrité de son esprit. Le succès d'Inception a montré qu'un public de masse pouvait embrasser un film complexe et exigeant. Il a redéfini les possibilités du blockbuster d'été, prouvant qu'une histoire intelligente et émotionnellement riche pouvait coexister avec des scènes d'action spectaculaires. Son héritage se voit dans les films qui ont tenté de reproduire sa structure en couches et son ambiguïté narrative. L'analyse à travers la philosophie de Heidegger est pertinente. La culpabilité existentielle de Cobb n'est pas liée à une faute précise qu'il pourrait réparer, mais à son être même, à son échec en tant qu'époux et père. Sa guérison passe par l'acceptation de cette culpabilité comme constitutive de son existence et par la résolution d'agir malgré elle, de choisir sa vie. En confrontant la mort, symbolique dans les rêves, et en lâchant prise sur le passé, il atteint une forme d'authenticité. En définitive, Inception est un labyrinthe cinématographique dont le spectateur doit trouver la sortie par lui-même. Chaque visionnage révèle de nouveaux détails, de nouveaux échos entre les niveaux narratifs. La puissance du film réside dans cette fertilité interprétative. Il ne donne pas de réponse définitive, mais pose des questions fondamentales sur la mémoire, la perception, le regret et l'idée du chez-soi. C'est un film sur la nécessité de faire le deuil de ses rêves passés pour embrasser la réalité présente, aussi imparfaite soit-elle. La toupie qui tourne à l'écran final est une invitation perpétuelle à la réflexion, un rêve partagé avec le public qui, lui, ne tombe jamais tout à fait point. L'acte fondateur du récit, l'extraction, n'est en vérité qu'un prétexte narratif pour explorer l'architecture bien plus complexe de la mémoire et du remords, une préparation à la véritable mission du film qui est une descente en spirale dans les limbes de la culpabilité. La première scène, cet échec apparent chez Saito, n'est pas un simple prologue mais un modèle réduit de l'intrigue entière, une démonstration des règles établies et de leur fragilité face aux projections d'un subconscient hanté. L'introduction du concept de totem, cet objet discret chargé de sens, instaure d'emblée une méfiance envers la perception, un doute systémique qui contaminera jusqu'à notre lecture de la conclusion ultime. La proposition de Saito, en offrant à Cobb le chemin du retour, ne fait que lier encore plus fortement la quête personnelle à l'entreprise professionnelle, créant une motivation si puissante qu'elle pourrait bien aveugler le protagoniste sur la nature réelle du contrat. La construction de l'équipe est une étape cruciale qui dépasse le simple assemblage de compétences, chaque recrutement reflétant un aspect nécessaire à la fois à la mission et à la thérapie inconsciente de Cobb. Arthur, l'homme de terrain pragmatique, incarne la logique et la planification, un ancrage dans le réel procédural qui contraste avec les errances émotionnelles de Cobb. Ariane, l'architecte, représente la créativité et l'intuition, mais aussi la voix de la raison qui met en garde contre les dangers de la subjectivité. Son rôle de guide dans le labyrinthe est aussi celui d'un miroir tendu au public. Ims, le faussaire, maîtrise l'art de l'apparence et du mensonge convaincant, une compétence essentielle pour une inception mais aussi une allégorie de la capacité à endosser différents rôles pour survivre à un trauma. Youssouf, le chimiste, crée la substance même des rêves, le véhicule de la descente, symbolisant les outils chimiques ou psychologiques permettant d'accéder aux couches profondes de l'inconscient. Le choix de Robert Fisher comme cible n'est pas anodin. Sa relation conflictuelle avec l'image paternelle fait directement écho au drame intime de Cobb, établissant un parallèle qui suggère que le véritable travail d'inception pourrait bien s'opérer sur l'extracteur lui-même. La fragilité psychologique de l'héritier, son besoin d'amour et de reconnaissance, en fait un terrain idéal pour l'implantation mais aussi un reflet déformé des propres failles du protagoniste. Le plan, d'une complexité mécanique exquise, avec ses 3 niveaux emboîtés et ses réveils synchronisés, est un chef-d'œuvre de narration qui fonctionne comme une horlogerie suisse, chaque rouage narratif s'emboîtant parfaitement avec le suivant. Cependant, cette perfection apparente masque peut-être une autre vérité, celle d'un scénario conçu pour tromper non seulement Fisher, mais aussi Cobb et le spectateur, les engrenages du temps onirique servant à broyer les certitudes. Le premier niveau, la ville sous la pluie, est un espace d'action directe et de chaos. Il représente la couche superficielle de l'esprit, celle des sens immédiats et des réactions instinctives, le siège de l'adrénaline et de la confrontation physique. L'implication de la projection de mal à ce niveau, pourtant censé être construit à partir du subconscient de Fisher, constitue la première et plus grande fissure dans la logique diégétique présentée, une irruption de l'intime dans le professionnel qui signale que la frontière est poreuse. La poursuite en vanne, sous une pluie battante, matérialise la pression extérieure et le compte à rebours, mais aussi l'idée d'un véhicule qui fonce sans contrôle, à l'image de la psyché de Cobb emportée par ses démons. Le rôle de Saito, blessé, introduit dès ce stade la notion de conséquences physiques qui se répercutent et s'amplifient dans les niveaux inférieurs,
une métaphore des blessures psychiques qui s'aggravent à mesure qu'on les ignore ou qu'on s'y enfonce. Le deuxième niveau, l'hôtel, est le lieu de la manipulation psychologique plus fine, des jeux de pouvoir et des identités changeantes. Un espace clos et structuré qui évoque les couloirs de la mémoire et les pièces secrètes de l'esprit. La perte de gravité, conséquence directe des mouvements du van dans le niveau supérieur, est une image géniale de l'instabilité générée par un choc émotionnel ou physique, montrant comment un événement extérieur peut dérégler totalement l'équilibre interne d'un système psychique. Les combats dans les corridors en rotation brisent les repères spatiaux habituels, forçant les personnages et le spectateur à s'adapter à une nouvelle logique, celle du rêve où tout est possible mais où tout peut devenir piège. C'est ici qu'Arthur démontre son utilité en tant que gardien des règles pratiques, maintenant un semblant d'ordre dans un environnement qui bascule vers l'absurde. Il est le super-ego tentant de contenir les pulsions du ça. Le troisième niveau, la forteresse enneigée sur une montagne, représente le cœur fortifié du subconscient de Fisher, un paysage stérile et défensif où est gardé le secret ultime, la relation au père, semblable à une citadelle glacée protégeant une blessure d'enfance. Le paysage hivernal évoque l'isolement émotionnel, le froid des relations brisées, et la difficulté de l'ascension vers une vérité douloureuse qui doit être conquise de haute lutte. L'assaut des projections, transformé en soldats lourdement armés, montre la résistance acharnée de l'inconscient à la pénétration d'une idée étrangère, une défense immunitaire psychique qui se mobilise lorsque l'intégrité du moi est menacée. La mort de Fisher dans ce rêve, qu'il envoie au limbe, est un échec transformé en opportunité, un accident qui permet d'accéder à un niveau de conscience encore plus profond, là où les vérités fondamentales sont enfouies. Le limbe, espace indéfini et infini, est le territoire le plus fascinant et le plus dangereux du film. Il n'appartient à personne et est façonné par les consciences qui s'y échouent, un pur produit de l'inconscient collectif et des décombres de la mémoire personnelle. Il est à la fois le paradis et l'enfer de Cobb, le lieu où il a vécu une éternité avec Mal et où il a commis l'erreur originelle, la frontière entre la création et la perdition, l'endroit où le temps n'a plus de sens et où l'esprit risque de se dissoudre. La ville côtière en ruine que Cobb et Mal ont bâtie est l'image même d'un amour à la fois sublime et délétère, une construction mentale devenue prison. Ces immeubles s'effondrant dans la mer symbolisent la fragilité des édifices que nous bâtissons sur nos désirs et nos regrets. Le retour de Cobb dans cet espace pour sauver Fisher et Saito est un véritable voyage aux enfers, une confrontation nécessaire avec les fantômes du passé, le seul moyen de racheter ses erreurs et de se libérer de l'emprise de ce monde. La scène du coffre-fort, où le jeune Fisher découvre le moulin à vent et rejette l'héritage déformé de son père, est le point culminant émotionnel de l'inception sur Fisher, un moment de grâce et de réconciliation qui fonctionne parce qu'il libère le fils de l'ombre écrasante du père. Ce moulin à vent, objet simple et personnel, contraste avec le modèle corporate géant du père. Il représente le choix d'une vie authentique, fondée sur des valeurs humaines plutôt que sur un empire froid, une idée que Fisher accepte comme sienne. Parallèlement, dans le même espace liminal, Cobb doit affronter sa propre projection de mal, celle qui le harcèle et le sabote, réalisant que pour la vaincre il ne doit pas la combattre mais l'abandonner, accepter sa part de responsabilité dans son suicide mais aussi reconnaître son propre choix de vivre. Le dialogue final avec la projection est d'une tristesse poignante, Cobb avouant avoir falsifié son souvenir pour la ramener, et la projection rétorquant que cette idée parasite est désormais la seule réalité qu'elle connaisse, un aveu déchirant sur la toxicité de la manipulation, même motivée par l'amour. Le réveil en cascade, synchronisé par la chanson d'Edith Piaf, est un tour de force narratif et rythmique, chaque niveau se résolvant dans l'ordre inverse de sa création, comme les étages d'une fusée qui se séparent, ramenant progressivement les personnages à une conscience de plus en plus large. Le retour au niveau réel, dans l'avion, est d'une banalité déconcertante, le contraste entre l'épique du rêve et la trivialité du réveil renforce l'idée que les aventures les plus intenses se jouent dans l'intimité de notre esprit, le monde extérieur n'en porte souvent aucune trace. Les échanges de regards entre les membres de l'équipe, silencieux mais chargés de sens, attestent du voyage partagé et de la connivence née de cette épreuve, tandis que Fisher, changé à jamais, hérite d'une sérénité nouvelle. Cobb, lui, traverse les contrôles de l'aéroport avec une anxiété palpable, son totem dans sa poche, son avenir suspendu au bon vouloir de Saito, jusqu'à ce que le regard du magnate, désormais vieilli par des décennies subjectives dans le limbe, le libère de sa culpabilité légale. La scène finale, dans la maison de son beau-père, est riche de détails ambigus qui alimentent le débat, des enfants qui semblent avoir à peine vieilli, à la coupe de leurs vêtements identiques, en passant par l'absence explicite de la mère, chaque élément peut être interprété comme un indice de réalité ou de rêve. Le fait que Cobb n'aille jamais directement toucher ses enfants avant le jardin, qu'il les observe d'abord à travers les vitres comme des projections peut-être inaccessibles, renforce cette distance onirique potentielle, jusqu'à ce que le geste du toucher,
enfin, brise la barrière. Le totem, la toupie de Mal, est le symbole ultime de ce doute, objet hérité du défunt et donc potentiellement compromis. Cobb le fait tourner sur la table comme un dernier rituel mais détourne le regard avant le verdict, choisissant délibérément de privilégier l'expérience émotionnelle immédiate sur la vérification empirique. Ce choix actif est la clé de son salut. Il marque son passage d'une quête de vérité objective, la chute de la toupie, à une acceptation de la vérité subjective, l'amour pour ses enfants, une forme de foi en sa propre perception retrouvée. Sur le plan thématique, le film dépasse largement le simple cas onirique pour sonder des questions universelles, la nature de la réalité perçue n'étant qu'une porte d'entrée vers des interrogations plus vastes sur l'identité et la mémoire. L'idée que nos souvenirs, même les plus chers, peuvent être falsifiés, dégradés à force d'être rejoués, ou carrément implantés, remet en cause le fondement même de notre personnalité, qui se construit sur une narration intérieure potentiellement fallacieuse. Le deuil, thème central, est traité non comme un état passif mais comme un travail actif de déconstruction. Cobb doit littéralement défaire l'architecture du rêve qu'il a construit avec Mal, couche par couche, pour accepter que la vraie Mal, imparfaite et réelle, n'existe plus. La culpabilité existentielle, celle d'avoir failli à ses promesses d'époux et de père, ne peut être effacée, seulement intégrée et transcendée par de nouveaux choix, un nouveau engagement envers les vivants. Est la théorie de la mise en abîme totale, où tout le film serait le rêve de Cobb tentant de se pardonner, est séduisante car elle résout les incohérences et donne une unité tragique à l'ensemble, transformant chaque personnage en une facette de sa psyché. Dans cette optique, Saito représenterait la figure du père ou du juge à convaincre, Arthur la partie rationnelle qui organise la défense, Ariane la sagesse intuitive qui guide la guérison, Ims la capacité d'adaptation et de mensonge nécessaire à la survie, et Fisher la part de Cobb qui a besoin de se réconcilier avec l'image d'un père absent ou défaillant. La mission d'Inception serait alors une métaphore élaborée de la thérapie, un scénario construit par l'inconscient pour amener le moi à accepter une idée insupportable. Il n'est pas responsable de la mort de sa femme au sens où il l'imagine, et il mérite le pardon et le retour chez lui. L'interprétation métacinématographique, elle, voit dans Inception une réflexion brillante sur le pouvoir du 7e art, chaque étape de la mission correspondant au processus de création d'un film qui doit embarquer et convaincre son public. L'équipe est l'équipe de tournage, le rêve partagé est la salle de cinéma plongée dans le noir, les projections sont les réactions anticipées du public, et l'inception est l'objectif de tout réalisateur, implanter une émotion, une idée, qui persiste après le générique. La complexité des règles exposées reflète alors la complexité des techniques narratives, et le doute sur la réalité finale est l'équivalent du doute laissé par une fin ouverte, qui prolonge l'expérience bien au-delà de la durée du film. Nolan, en véritable architecte, construit ici un piège à spectateurs d'une ingéniosité rare, nous faisant douter de la nature même du médium que nous consommons. L'héritage culturel d'Inception est immense, ayant popularisé des concepts psychologiques complexes et ayant élevé la barre des blockbusters ambitieux, prouvant qu'intelligence commerciale et intelligence tout court pouvaient faire bon ménage. Des scènes comme le combat en apesanteur dans l'hôtel ou le pliage de Paris sont entrées dans l'imaginaire collectif, des références immédiatement reconnaissables, tandis que la question « est-ce que ça tourne encore ?», est devenue un lieu commun des discussions cinéphiles. Le film a aussi inspiré une nouvelle vague de récits complexes jouant avec les niveaux de réalité, et a solidifié la stature de Christopher Nolan en tant qu'auteur capable de marier spectacle pur et profondeur conceptuelle. Son entrée au National Film Registry consacre son statut d'œuvre majeure, non pas comme un simple divertissement, mais comme un artefact culturel significatif de son époque. En conclusion, Inception reste un labyrinthe sans carte définitive, dont la richesse réside précisément dans sa capacité à être un film différent selon l'angle d'approche du spectateur, un thriller de casse, un drame psychologique, un traité philosophique ou un commentaire autoréflexif sur le cinéma. Sa force émotionnelle, portée par la performance d'un DiCaprio déchiré, assure que ses interrogations intellectuelles ne sont jamais froides, mais toujours ancrées dans une quête humaine universelle, celle du retour au foyer, du pardon de soi, et du droit à croire en son propre bonheur. La toupie, qu'elle tombe ou non, a déjà accompli son office en nous forçant à interroger nos propres totems, les objets mentaux sur lesquels nous fondons notre certitude d'être éveillés, faisant d'Inception une expérience de cinéma total, à la fois cérébrale et viscérale, dont l'écho ne cesse de grandir. La relation symbiotique entre l'architecture des rêves et la psyché des rêveurs constitue un pilier fondamental souvent négligé. Chaque environnement construit par Ariane reflète moins les goûts esthétiques que la cartographie cognitive du sujet, une topographie mentale où les corridors de l'hôtel matérialisent les chemins de la décision et la forteresse enneigée la citadelle des traumatismes refoulés. La substance sédative spéciale de Youssouf, qui permet la mise en commun des rêves et l'effondrement synchronisé,
agit comme une métaphore chimique de l'empathie forcée ou de la thérapie de groupe, créant un espace transitionnel où les inconscients se rencontrent et s'influencent, brouillant les frontières de l'individualité psychique. La règle du temps dilaté, s'étirant exponentiellement à chaque niveau, ne sert pas seulement l'intrigue à suspense mais illustre la relativité de l'expérience intérieure, où une seconde de honte peut durer une éternité subjective et où des décennies de vie fantasmatique peuvent être condensées en un instant de rêve. La figure du père, omniprésente, dépasse la simple trame narrative pour incarner un archétype fondamental. Saito en patriarche dispensateur de pardon, Maurice Fischer en géniteur distant dont l'amour doit être déchiffré, et même Cobb lui-même en père absent créant des fantômes de ses enfants. Cette triangulation paternelle suggère que le voyage entier est un rite de passage pour que chacun, à sa manière, assume ou rejette un héritage, forge son propre lignage psychique, et passe de la position de fils à celle de père, ou du moins d'adulte autonome. La mort symbolique de Fischer dans le troisième rêve, nécessaire pour atteindre le limbe, évoque les rites initiatiques où le néophyte doit mourir à son ancien moi pour renaître transformé, un processus que Cobb a déjà vécu avec Mal et qu'il doit à nouveau traverser pour sa rédemption. Le concept de crime parfait dans l'esprit, tel que présenté par Cobb, ouvre des perspectives vertigineuses sur l'éthique et la responsabilité. Si une idée implantée peut détruire une personne de l'intérieur, où commence la culpabilité de l'implanteur, surtout lorsque l'intention était, comme pour Cobb avec Mal, teintée d'amour désespéré? Le film pose ainsi une question juridique et morale inédite sur la violation de la souveraineté mentale, faisant écho aux préoccupations contemporaines sur la manipulation de l'information et la formation des croyances. L'équipe d'extraction opère comme une unité de hackers psychiques, leurs outils n'étant pas des lignes de code mais des constructions narratives et des manipulations émotionnelles, révélant une angoisse moderne face à la fragilité de notre fort intérieur face à des ingénieurs sociaux habiles. La musique de Hans Zimmer, avec ses cuivres étouffés et son motif ralenti de « Non, je ne regrette rien », fonctionne comme un personnage à part entière, une couche sonore qui structure la temporalité du film et l'état émotionnel du spectateur, le brassage des corps devenant littéralement l'onde de choc d'un réveil imminent. Le choix d'Édith Piaf n'est pas seulement un clin d'œil biographique, il ancre le film dans une mélancolie et une résistance très française, la chanson parlant de regrets assumés devenant l'ironique signal de sortie d'un monde bâti justement sur le regret. La précision mathématique avec laquelle le temps musical ralentit correspond à la durée du film et la signature de Nolan, un auteur qui croit en un univers cinématographique réglé comme une horloge, où chaque élément, même sonore, doit s'emboîter parfaitement dans la mécanique narrative. Les projections, ces habitants agressifs des rêves, ne sont pas de simples gardiens mais les manifestations de l'immunité psychique du sujet, une armée de l'inconscient dressée contre toute intrusion perçue comme un pathogène mental. Leur violence croissante à mesure que l'intrusion progresse illustre la résistance désespérée du moi à une altération forcée de sa structure, faisant de la mission une course contre la défense auto-immunitaire de l'esprit de Fischer. Le fait que les projections de Cobb, notamment Mal, puissent contaminer d'autres rêves que les siens pose une question essentielle sur la nature de ces entités. Sont-elles de simples programmes, ou des égrégores psychiques dotés d'une certaine autonomie, des fragments d'âme devenus des parasites capables de se reproduire? Le mariage entre le style visuel et la thématique est absolu. La froideur des décors urbains sous la pluie, la chaleur feutrée de l'hôtel, le blanc stérile de la forteresse, chaque palette de couleurs et chaque texture environnementale reflète l'état émotionnel du niveau et la progression vers le noyau psychique. La séquence du pillage de Paris, souvent réduite à un effet spectaculaire, est en réalité une démonstration visuelle de la malléabilité de l'espace onirique, mais aussi une métaphore de la capacité de l'esprit à retourner et replier la réalité perçue sur elle-même, à en examiner les coutures et les revers. L'absence de gravité dans l'hôtel, conséquence physique d'un événement d'un niveau supérieur, est une leçon de corrélation systémique, montrant que dans une psyché en couche, un choc à un niveau produit des dérèglements en cascade dans les autres, à l'image d'un trauma qui déforme toutes les strates de la personnalité. La notion de choix, particulièrement dans la scène finale, est cruciale. Cobb choisit de ne pas regarder la toupie, Fischer choisit de démanteler l'empire paternel, Saito choisit d'honorer sa promesse après des décennies de limbe. Chaque personnage clé opère un choix existentiel qui le définit par-delà les déterminismes et les manipulations, suggérant que même dans un univers où les idées peuvent être implantées, le libre arbitre réside dans la réponse à cette idée, dans son adoption ou son rejet. Ce thème libère le film d'une vision purement déterministe et en fait un plaidoyer subtil pour la responsabilité intime, la capacité à faire son deuil et à avancer n'étant pas des données mais des actes de volonté répétés. La lecture du film comme allégorie du processus créatif, notamment cinématographique, est d'une richesse inépuisable. Le rêve partagé est la salle de cinéma, l'architecte est le scénariste décorateur, le sujet du rêve est le spectateur dont on veut captiver l'inconscient,
Et l'inception est le but de tout film marquant, laisser une idée, une image, une émotion qui persiste après le réveil. Dans cette optique, les dangers évoqués, le limbe, les projections hostiles, sont les risques de l'auteur, se perdre dans son œuvre, faire face à la critique violente, voir ses propres démons contaminer la narration. Nolan, en mettant en scène cette équipe, fait un film autoréflexif sur les pouvoirs et les périls de sa propre profession. Le traitement de la mémoire est particulièrement sophistiqué. Elle n'est pas présentée comme un archivage fidèle mais comme une recréation active, dégradable et falsifiable. Le fait que Cobb rejoue sans cesse ses derniers moments avec Mal, jusqu'à en altérer le détail crucial, le geste de la toupie dans le coffre, montre que la mémoire est un palimpseste que notre présent réécrit constamment, et que le regret peut en faire une prison aux barreaux sans cesse renforcée. La réconciliation de Fisher avec son père passe par la découverte d'un souvenir caché, le moulin à vent dans le coffre, suggérant que la guérison psychique réside parfois dans l'exhumation d'un souvenir positif enfoui sous le poids des conflits, une renarration bienveillante du passé. La structure en emboîtement n'est pas qu'un artifice scénaristique, elle modélise la profondeur stratifiée de la conscience humaine, où les pensées superficielles, le niveau de la ville, cachent des conflits plus élaborés, l'autel, eux-mêmes protecteurs d'un noyau traumatique fortifié, la montagne. Chaque descente est une psychanalyse accélérée, avec ses résistances, ses transferts, la figure paternelle projetée sur Browning et ses révélations cathartiques. Le fait que la mission doive atteindre ce noyau pour y déposer une idée suggère qu'une véritable transformation psychique ne peut se faire qu'en touchant aux couches les plus archaïques de l'esprit, celles qui structurent l'identité profonde. L'ambiguïté de la fin est bien plus qu'un gadget narratif, elle est l'aboutissement logique de la philosophie du film. En refusant de montrer la chute de la toupie, Nolan place le spectateur dans la position de Cobb. Nous devons choisir de croire à la réalité du dénouement ou d'en douter, en fonction de notre propre interprétation des indices, surtout, de notre désir émotionnel. Voulons-nous que Cobb ait retrouvé ses enfants? Alors nous croyons à la réalité. Sommes-nous plus cyniques? Le doute persiste. Le film réalise ainsi une inception sur son public, nous implantant l'idée que notre propre réalité perçue est une question de foi et de choix, et non de preuve absolue. La puissance durable d'inception réside dans cette capacité à transformer une fin en commencement, le commencement d'une réflexion, d'un débat, et d'une introspection sur la nature de nos propres certitudes. La relation symbiotique entre l'architecture des rêves et la psyché des rêveurs constitue un pilier fondamental souvent négligé. Chaque environnement construit par Ariane reflète moins les goûts esthétiques que la cartographie cognitive du sujet, une topographie mentale où les corridors de l'hôtel matérialisent les chemins de la décision et la forteresse enneigée la citadelle des traumatismes refoulés. La substance sédative spéciale de Youssouf, qui permet la mise en commun des rêves et l'effondrement synchronisé, agit comme une métaphore chimique de l'empathie forcée ou de la thérapie de groupe, créant un espace transitionnel où les inconscients se rencontrent et s'influencent, brouillant les frontières de l'individualité psychique. La règle du temps dilaté, s'étirant exponentiellement à chaque niveau, ne sert pas seulement l'intrigue à suspense mais illustre la relativité de l'expérience intérieure, où une seconde de honte peut durer une éternité subjective et où des décennies de vie fantasmatique peuvent être condensées en un instant de rêve. La figure du père, omniprésente, dépasse la simple trame narrative pour incarner un archétype fondamental. Saito en patriarche dispensateur de pardon, Maurice Fisher en géniteur distant dont l'amour doit être déchiffré, et même Cobb lui-même en père absent créant des fantômes de ses enfants. Cette triangulation paternelle suggère que le voyage entier est un rite de passage pour que chacun, à sa manière, assume ou rejette un héritage, forge son propre lignage psychique, et passe de la position de fils à celle de père, ou du moins d'adulte autonome. La mort symbolique de Fisher dans le troisième rêve, nécessaire pour atteindre le limbe, évoque les rites initiatiques où le néophyte doit mourir à son ancien moi pour renaître transformé, un processus que Cobb a déjà vécu avec Mal et qu'il doit à nouveau traverser pour sa rédemption. Le concept de crime parfait dans l'esprit, tel que présenté par Cobb, ouvre des perspectives vertigineuses sur l'éthique et la responsabilité. Si une idée implantée peut détruire une personne de l'intérieur, où commence la culpabilité de l'implanteur, surtout lorsque l'intention était, comme pour Cobb avec Mal, teintée d'amour désespéré? Le film pose ainsi une question juridique et morale inédite sur la violation de la souveraineté mentale, faisant écho aux préoccupations contemporaines sur la manipulation de l'information et la formation des croyances. L'équipe d'extraction opère comme une unité de hackers psychiques, leurs outils n'étant pas des lignes de code mais des constructions narratives et des manipulations émotionnelles, révélant une angoisse moderne face à la fragilité de notre fort intérieur face à des ingénieurs sociaux habiles. La musique de Hans Zimmer, avec ses cuivres étouffés et son motif ralenti de « non, je ne regrette rien », fonctionne comme un personnage à part entière,
une couche sonore qui structure la temporalité du film et l'état émotionnel du spectateur, le brassage des corps devenant littéralement l'onde de choc d'un réveil imminent. Le choix d'Édith Piaf n'est pas seulement un clin d'œil biographique, il ancre le film dans une mélancolie et une résistance très française, la chanson parlant de regrets assumés devenant l'ironique signal de sortie d'un monde bâti justement sur le regret. La précision mathématique avec laquelle le temps musical ralentit correspond à la durée du film et la signature de Nolan, un auteur qui croit en un univers cinématographique réglé comme une horloge, où chaque élément, même sonore, doit s'emboîter parfaitement dans la mécanique narrative. Les projections, ces habitants agressifs des rêves, ne sont pas de simples gardiens mais les manifestations de l'immunité psychique du sujet, une armée de l'inconscient dressée contre toute intrusion perçue comme un pathogène mental. Leur violence croissante à mesure que l'intrusion progresse illustre la résistance désespérée du moi à une altération forcée de sa structure, faisant de la mission une course contre la défense auto-immunitaire de l'esprit de Fischer. Le fait que les projections de Cobb, notamment Mal, puissent contaminer d'autres rêves que les siens pose une question essentielle sur la nature de ces entités. Sont-elles de simples programmes, ou des égrégores psychiques dotés d'une certaine autonomie, des fragments d'âme devenus des parasites capables de se reproduire? Le mariage entre le style visuel et la thématique est absolu, la froideur des décors urbains sous la pluie, la chaleur feutrée de l'hôtel, le blanc stérile de la forteresse, chaque palette de couleurs et chaque texture environnementale reflète l'état émotionnel du niveau et la progression vers le noyau psychique. La séquence du pliage de Paris, souvent réduite à un effet spectaculaire, est en réalité une démonstration visuelle de la malléabilité de l'espace onirique, mais aussi une métaphore de la capacité de l'esprit à retourner et replier la réalité perçue sur elle-même, à en examiner les coutures et les revers. L'absence de gravité dans l'hôtel, conséquence physique d'un événement d'un niveau supérieur, est une leçon de corrélation systémique, montrant que dans une psyché en couche, un choc à un niveau produit des dérèglements en cascade dans les autres, à l'image d'un trauma qui déforme toutes les strates de la personnalité. La notion de choix, particulièrement dans la scène finale, est cruciale. Cobb choisit de ne pas regarder la toupie, Fischer choisit de démanteler l'empire paternel, Saito choisit d'honorer sa promesse après des décennies de limbe. Chaque personnage clé opère un choix existentiel qui le définit par-delà les déterminismes et les manipulations, suggérant que même dans un univers où les idées peuvent être implantées, le libre arbitre réside dans la réponse à cette idée, dans son adoption ou son rejet. Ce thème libère le film d'une vision purement déterministe et en fait un plaidoyer subtil pour la responsabilité intime, la capacité à faire son deuil, et à avancer n'étant pas des données mais des actes de volonté répétés. La lecture du film comme allégorie du processus créatif, notamment cinématographique, est d'une richesse inépuisable, le rêve partagé est la salle de cinéma, l'architecte est le scénariste décorateur, le sujet du rêve est le spectateur dont on veut captiver l'inconscient, et l'inception est le but de tout film marquant à laisser une idée, une image, une émotion qui persiste après le réveil. Dans cette optique, les dangers évoqués, le limbe, les projections hostiles, sont les risques de l'auteur, se perdre dans son œuvre, faire face à la critique violente, voir ses propres démons contaminer la narration. Nolan, en mettant en scène cette équipe, fait un film autoréflexif sur les pouvoirs et les périls de sa propre profession. Le traitement de la mémoire est particulièrement sophistiqué, elle n'est pas présentée comme un archivage fidèle mais comme une recréation active, dégradable et falsifiable. Le fait que Cobb rejoue sans cesse ses derniers moments avec Mal, jusqu'à en altérer le détail crucial, le geste de la toupie dans le coffre, montre que la mémoire est un palimpseste que notre présent réécrit constamment, et que le regret peut en faire une prison aux barreaux sans cesse renforcée. La réconciliation de Fischer avec son père passe par la découverte d'un souvenir caché, le moulin à vent dans le coffre, suggérant que la guérison psychique réside parfois dans l'exhumation d'un souvenir positif enfoui sous le poids des conflits, une renarration bienveillante du passé. La structure en emboîtement n'est pas qu'un artifice scénaristique, elle modélise la profondeur stratifiée de la conscience humaine, où les pensées superficielles, le niveau de la ville, cachent des conflits plus élaborés, l'hôtel, eux-mêmes protecteurs d'un noyau traumatique fortifié, la montagne. Chaque descente est une psychanalyse accélérée, avec ses résistances, ses transferts, la figure paternelle projetée sur Browning, et ses révélations cathartiques. Le fait que la mission doive atteindre ce noyau pour y déposer une idée suggère qu'une véritable transformation psychique ne peut se faire qu'en touchant aux couches les plus archaïques de l'esprit, celles qui structurent l'identité profonde. L'ambiguïté de la fin est bien plus qu'un gadget narratif. Elle est l'aboutissement logique de la philosophie du film. En refusant de montrer la chute de la toupie, Nolan place le spectateur dans la position de Cobb. Nous devons choisir de croire à la réalité du dénouement ou d'en douter, en fonction de notre propre interprétation des indices, et surtout, de notre désir émotionnel. Voulons-nous que Cobb ait retrouvé ses enfants?
Alors nous croyons à la réalité. Sommes-nous plus cyniques? Le doute persiste. Le film réalise ainsi une inception sur son public, nous implantant l'idée que notre propre réalité perçue est une question de foi et de choix, et non de preuve absolue. La puissance durable d'inception réside dans cette capacité à transformer une fin en commencement, ou le commencement d'une réflexion, d'un débat, et d'une introspection sur la nature de nos propres certitudes. Et la conception même du rêve partagé comme espace collaboratif pose des questions profondes sur l'intersubjectivité, car si les participants partagent un environnement, leurs expériences subjectives restent nécessairement filtrées par leur psyché individuelle, faisant de chaque rêve un consensus précaire constamment menacé par les intrusions de l'inconscient personnel. La stabilité paradoxale de ces constructions, si éloignée du chaos onirique habituel, révèle un désir profond de contrôle rationnel sur l'irrationnel, une tentative désespérée d'imposer l'ordre de l'éveil au désordre du sommeil, qui échoue systématiquement face aux projections incontrôlables. Cette tension entre contrôle et chaos constitue le véritable moteur dramatique des séquences oniriques, chaque niveau représentant un degré de plus dans la perte de maîtrise, depuis la ville méticuleusement planifiée jusqu'au limbe anarchique et infini. L'économie narrative du film repose sur un principe d'élégance mathématique où chaque élément sert au moins deux fonctions, une diégétique et une symbolique, comme le totem qui est à la fois un outil pratique et une représentation de la foi en la réalité, ou le moulin à vent qui est à la fois un souvenir et un symbole de libération. Cette densité sémantique oblige le spectateur à une attention constante, transformant le visionnage en une activité herméneutique active où rien n'est décoratif, chaque détail architectural ou accessoire pouvant être la clé d'une interprétation plus large. La réputation de complexité du film ne vient pas d'une obscurité volontaire mais de cette richesse de significations imbriquées, qui exige plusieurs explorations pour en appréhender les multiples couches, à l'image des rêves qu'il dépeint. La relation entre Cobb et Ariane dépasse le cadre professionnel pour incarner un dialogue entre l'expérience traumatisée et l'innocence créative, l'architecte novice représentant une curiosité non corrompue par la perte, une capacité à voir le rêve comme un espace de possibilités plutôt que de danger. Son évolution, de l'émerveillement devant le pliage de Paris à la détermination stoïque dans le limbe, trace un arc de maturation accéléré qui fait d'elle la véritable héritière éthique de Cobb, celle qui comprend le pouvoir des idées sans en être prisonnière. Le fait qu'elle survive à l'épreuve et regarde Cobb partir à la fin suggère qu'elle représente l'avenir de cette pratique, peut-être plus consciente de ses responsabilités morales que son mentor n'a pu l'être. L'utilisation du temps comme matériau narratif manipulable est une innovation structurelle majeure, Nolan ne se contentant pas de montrer des durées différentes mais créant une véritable physique narrative où la tension provient de l'interaction entre ces échelles temporelles concurrentes. Le suspense du troisième niveau, où des heures de combat se déroulent pendant les secondes de chute du van, crée une anxiété unique, une dilatation du moment critique qui permet d'explorer la psychologie sous pression tout maintenant un rythme implacable. Cette manipulation temporelle trouve son apothéose dans l'expérience du limbe, où des décennies peuvent s'écouler subjectivement, évoquant les états de conscience altérés où la perception du temps se dissout complètement, comme dans la méditation profonde ou les expériences de mort imminente. La matérialisation des concepts abstraits en images mémorables est l'une des grandes réussites du film, qui parvient à donner une forme visuelle à des idées aussi insaisissables que la corruption de la mémoire ou l'emboîtement des réalités. Le plan des deux rêveurs endormis dans le van qui tombe, tandis que leurs avatars luttent dans un hôtel en rotation, est une métonymie parfaite de la dissociation entre le corps et l'esprit, de l'incapacité du physique à suivre les péripéties du psychique. Ces images, devenues iconiques, fonctionnent comme des hiéroglyphes modernes, des pictogrammes immédiatement compréhensibles qui synthétisent des concepts complexes, permettant au film de communiquer sa sophistication intellectuelle à un large public sans la diluer. La thématique de la foi, distincte de la croyance rationnelle, émerge comme un fil conducteur essentiel, Cobb devant finalement avoir foi en la réalité de sa rédemption, Fisher en l'amour de son père, Saito en sa promesse oubliée. Cette foi est présentée comme un saut existentiel nécessaire par-delà l'épreuve, un abandon du besoin de vérification qui seul permet d'échapper au labyrinthe du doute infini. La scène où Cobb confesse à Ariane avoir falsifié les souvenirs de Mal est un aveu de trahison de cette foi, ayant substitué une manipulation à la confiance, commettant ainsi le péché originel qui corrompt tout son univers subséquent. Sa guérison ne commence que lorsqu'il restaure une forme de foi, non plus en une réalité objective prouvée, mais en la valeur de son propre présent et de ses choix. Le statut des personnages secondaires comme potentialité psychique plutôt qu'individu pleinement autonome ouvre des interprétations fascinantes, Arthur incarnant peut-être la super-égo méticuleux de Cobb, Hims son idée pulsionnelle et adaptable, Youssouf son accès aux forces chimiques de l'inconscient. Dans cette lecture psychanalytique poussée, la mission entière devient un drame intrapsychique,
chaque interaction une dialectique entre instances mentales, chaque obstacle une résistance interne à la guérison. Cette interprétation ne diminue pas la réalité des personnages mais l'enrichit, faisant d'eux les multiples visages d'une psyché en conflit avec elle-même, cherchant à s'unifier à travers l'épreuve narrative. La critique sociale latente du film mérite d'être soulignée, l'empire énergétique de Fischer représentant un capitalisme déshumanisant que le Fils doit démanteler, tandis que la capacité d'infiltration des rêves évoque les dérives d'une société de surveillance totale où même l'intimité mentale n'est plus sacrée. L'inception comme arme économique ultime révèle une angoisse de l'ère de l'information, où les idées sont la monnaie la plus précieuse et la plus vulnérable, où la guerre ne se fait plus sur les territoires mais dans les esprits. Le film anticipe ainsi des débats contemporains sur l'influence algorithmique, la publicité subliminale et la préservation de l'autonomie cognitive face aux technologies persuasives. L'héritage philosophique du film puise explicitement dans une tradition qui va de Descartes à Philippe K. Dick, reprenant le doute hyperbolique sur la réalité pour l'appliquer non plus à un sujet isolé mais à un collectif interconnecté. La nouveauté réside dans la réponse proposée. Là où la philosophie cherche souvent une fondation certaine, le film suggère que la certitude est moins importante que l'engagement, que l'action éthique et émotionnelle dans le monde présent. Cette position pragmatique, voire existentialiste, fait d'Inception un film profondément antiseptique malgré ses apparences, un plaidoyer pour agir comme si le monde était réel, parce que les conséquences de nos actes, elles, le sont indiscutablement. La conclusion, en suspendant littéralement la toupie entre deux états, réalise l'exploit de cristalliser tout le film en une seule image ambiguë, faisant de cette indétermination non une faiblesse narrative mais la force conclusive du propos. Cette image finale fonctionne comme un mandala cinématographique, un point de concentration pour la méditation du spectateur sur les thèmes du film, une forme ouverte qui accepte toutes les interprétations sans en privilégier aucune. En cela, Nolan réussit le tour de force de créer une œuvre parfaitement close sur le plan structurel mais infiniment ouverte sur le plan herméneutique, un objet artistique qui se renouvelle à chaque rencontre, conservant son mystère intact à travers les visionnages répétés et les discussions sans fin qu'il continue de nourrir plus d'une décennie après sa sortie. La sémiotique des objets dans le film transcende leur fonction utilitaire pour atteindre une dimension symbolique profonde, où la toupie représente non seulement un test de réalité mais aussi le cycle des regrets et l'instabilité des fondations personnelles, tandis que le moulin à vent incarne l'innocence perdue et la simplicité avant la corruption des ambitions. Ces artefacts narratifs fonctionnent comme des condensés de sens qui traversent les niveaux de rêve, créant une continuité thématique entre les différentes strates de l'intrigue et offrant aux spectateurs des points de repère dans le paysage mental en constante mutation. Leur matérialité même est remise en question, puisque dans l'espace onirique ils ne sont que des projections de croyances et de souvenirs, soulevant la question de savoir si leur pouvoir symbolique provient de leur essence ou de la valeur que les personnages leur attribuent. La dialectique entre stabilité et chaos s'exprime architecturalement à travers le contraste frappant entre les structures géométriques des rêves construits et l'amorphisme déstructuré du limbe, cet espace marginal où les règles s'effondrent et où le temps perd toute linéarité. Cette opposition reflète la tension intérieure de Cobb, partagée entre son désir de contrôle méticuleux et la réalité incontrôlable de son deuil, entre l'ordre professionnel qu'il impose et le désordre émotionnel qui le consume. Le limbe agit ainsi comme une métaphore de l'inconscient profond, ce territoire psychique où les repères se dissolvent et où l'identité risque de se perdre dans l'infini des possibles non structurés, un avertissement contre la tentation de fuir trop loin dans les replis de son propre esprit. L'éthique professionnelle des extracteurs présente des paradoxes fascinants, car ils opèrent dans un espace où les lois conventionnelles n'ont pas cours, créant une moralité situationnelle où la fin justifie souvent les moyens, sauf lorsque des lignes personnelles sont franchies comme Cobb avec Mal. Cette zone grise juridique interroge la responsabilité dans un contexte où les actions n'ont pas de conséquences physiques directes mais peuvent détruire des vies psychologiquement, posant des questions contemporaines sur la cybercriminalité et la violation de l'intimité cognitive. La distinction entre extraction et inception devient alors cruciale, la première étant un vol passif et la seconde une manipulation active, introduisant une différence qualitative dans la gravité éthique de l'intrusion mentale. Le rôle de la musique dépasse la simple illustration émotionnelle pour devenir un élément diégétique actif, le motif de nom, je ne regrette rien structurant littéralement le temps du rêve et servant de mécanisme de synchronisation entre les différents niveaux de conscience. Cette intégration organique de la musique dans la mécanique narrative est une innovation remarquable, transformant la bande-son en un personnage fonctionnel qui régule le rythme de l'expérience onirique et matérialise le lien ténu entre les différentes réalités superposées. La composition de Hans Zimmer, avec ses basses omniprésentes et ses crescendos progressifs, mime la descente dans les couches de l'inconscient, créant une pression sonore qui augmente avec la profondeur psychologique atteinte. L'analyse des personnages comme archétypes psychanalytiques offre une grille de lecture riche,
où Mal incarne le surmoi punitif et idéalisé, Arthur le moi pratique organisant la défense, et Hims le ça cherchant la satisfaction immédiate par la transformation et la séduction. Cette distribution des rôles selon le modèle freudien n'est probablement pas accidentelle, Nolan construisant délibérément un psychodrame où les forces intérieures de Cobb prennent forme humaine pour mieux les affronter sur le terrain symbolique du rêve. Dans cette perspective, la mission entière peut être vue comme une tentative d'équilibration psychique, où les différentes instances doivent collaborer pour atteindre un objectif commun, représentant le travail d'intégration nécessaire à la santé mentale. La conception du temps subjectif comme expérience dilatable constitue l'une des contributions les plus originales du film à la science-fiction, proposant une vision où la conscience peut créer ses propres temporalités indépendantes du temps physique objectif. Cette idée rejoint les recherches neuroscientifiques contemporaines sur la perception temporelle dans les états modifiés de conscience, où quelques secondes peuvent sembler durer des heures, donnant une base de plausibilité psychologique à ce qui pourrait sembler pure fantaisie narrative. L'implication dramatique de ce concept est immense, permettant d'explorer la maturation accélérée, l'impact des expériences prolongées sur l'identité, et la dissonance entre différentes échelles temporelles coexistant dans une même réalité partagée. Le design visuel des différents niveaux de rêve montre une progression chromatique et texturale réfléchie, partant des tons bleutés et froids de la ville pluvieuse pour aller vers les teintes chaudes et boisées de l'hôtel, puis vers le blanc aseptisé de la forteresse, avant de sombrer dans les gris délavés du limbe. Cette progression colorimétrique n'est pas seulement esthétique mais psychologique, traçant un parcours de l'extérieur social vers l'intérieur intime, de la complexité urbaine vers la simplicité primitive, chaque changement de palette marquant une descente plus profonde dans les couches de la psyché. La cohérence de ce design à travers les différents environnements crée une sensation d'univers mental unifié malgré la diversité des décors, renforçant l'impression que nous explorons un seul grand espace psychique aux multiples visages. Et la question du consentement dans les manipulations oniriques soulève des problèmes éthiques majeurs, particulièrement dans le cas de Fisher qui subit une inception sans savoir qu'il rêve, transformant ce qui pourrait être une thérapie en une violation fondamentale de son autonomie psychique. Ce dilemme éthique est d'autant plus complexe que l'équipe prétend agir pour le bien de Fisher en le libérant de l'emprise paternelle, introduisant un paternalisme moralement discutable où des étrangers décident de remodeler l'esprit d'un individu pour son supposé bénéfice. Ce scénario préfigure des questions actuelles sur les technologies de persuasion et les thérapies comportementales sans consentement éclairé, plaçant le film dans un débat éthique très contemporain. La structure narrative en mise en abîme reproduit à l'échelle macro ce qui se passe à l'échelle micro, chaque niveau de rêve contenant sa propre intrigue complète avec exposition, développement et résolution, créant une fractalité narrative où le tout et les parties se reflètent mutuellement. Cette construction extrêmement rigoureuse exige une attention soutenue du spectateur qui doit garder en mémoire plusieurs trames simultanément, faisant de l'expérience de visionnage un exercice cognitif actif plutôt qu'une consommation passive. Et la satisfaction intellectuelle provient précisément de cette complexité maîtrisée, de la révélation progressive de comment chaque pièce s'emboîte parfaitement dans le puzzle global, jusqu'au dénouement synchronisé qui résout toutes les tensions accumulées, à différents rythmes temporels. L'interprétation selon laquelle tout le film serait le rêve de Cobb tentant d'intégrer la mort de Mal présente l'avantage de résoudre certaines incohérences tout en approfondissant la dimension tragique, faisant de chaque personnage une projection de ses conflits intérieurs et de chaque événement une métaphore de son processus de deuil. Dans cette lecture, la célèbre ambiguïté finale n'est plus un jeu narratif mais l'expression ultime de l'incertitude du deuil, de l'impossibilité de savoir si l'on a vraiment accepté la perte ou si l'on continue à rêver le défunt. Cette interprétation psychologique poignante fait d'Inception moins un film de science-fiction qu'un drame existentiel habillé des atours du thriller, où les péripéties spectaculaires masquent une douloureuse introspection sur l'amour, la perte et la culpabilité. L'approche phénoménologique du film révèle une préoccupation constante pour l'expérience vécue de la réalité, où la distinction entre rêve et éveil ne réside pas dans des propriétés objectives mais dans la qualité de la présence au monde, Cobb ne retrouvant la plénitude sensorielle qu'en renonçant à la vérification intellectuelle. Cette perspective existentialiste transforme le voyage onirique en une quête d'authenticité, chaque niveau représentant une couche de mauvaise foi à traverser pour atteindre un engagement sincère avec l'existence, qu'elle soit rêvée ou réelle. La célèbre réplique « Vous ne vous souvenez jamais du début du rêve » dépasse son utilité narrative pour pointer vers la nature toujours déjà commencée de notre expérience consciente, nous jetant au milieu de significations dont nous ne maîtrisons pas l'origine, à l'image des personnages immergés dans des rêves qu'ils n'ont pas initiés. La physique onirique inventée par Nolan obéit à une logique interne rigoureuse où les lois de la causalité sont respectées mais transformées, créant un réalisme magique qui maintient la suspense de disbelief tout en permettant l'émerveillement devant l'impossible rendu plausible.
Cette cohérence systémique est essentielle pour ancrer les extravagances visuelles dans un cadre compréhensible, faisant des scènes les plus spectaculaires non pas des divertissements gratuits mais des illustrations nécessaires des règles établies. Le soin apporté à cette cohérence interne élève le film au-dessus du simple spectacle pour en faire une expérience immersive totale, où le spectateur apprend progressivement à naviguer dans cette nouvelle physique comme les personnages eux-mêmes. L'économie des personnages secondaires montre une maîtrise narrative remarquable, chaque membre de l'équipe étant défini par sa fonction spécialisée mais acquérant une épaisseur humaine à travers ses interactions et ses réactions face à l'imprévu. Cette caractérisation efficace permet à Nolan de maintenir l'attention sur l'intrigue complexe sans sacrifier l'identification émotionnelle, créant un équilibre délicat entre cerveau et cœur qui explique l'impact durable du film. La relation entre Arthur et Ariane, faite de respect professionnel et de préoccupation mutuelle, offre un contrepoint nécessaire à l'intensité dysfonctionnelle de Cobb, montrant qu'une collaboration onirique peut être saine et productive quand elle n'est pas entravée par les démons personnels. La temporalité du film opère à plusieurs vitesses simultanées, créant une polyrythmie narrative où l'urgence immédiate du van qui tombe coexiste avec la patience stratégique de la forteresse et l'éternité nostalgique du limbe. Cette superposition de rythmes produit une tension unique, le spectateur devant garder à l'esprit des échéances radicalement différentes tout en suivant l'évolution psychologique des personnages sur ces échelles temporelles disparates. La prouesse technique de synchroniser ces différentes temporalités dans le montage final représente un accomplissement cinématographique rare, une chorégraphie narrative d'une précision mathématique qui sert une intensité émotionnelle croissante. L'architecture comme métaphore de la psyché trouve son expression la plus aboutie dans le concept de labyrinthe, présent à la fois littéralement dans les dédales des rêves et figurativement dans les méandres de la mémoire et du deuil. Cette image centrale structure tout le film, faisant de chaque descente un nouveau tour dans le dédale intérieur, chaque personnage étant à la fois Thésée cherchant la sortie et le Minotaure qu'il doit affronter. La figure d'Ariane, dont le nom renvoie explicitement au mythe, complète cette allusion en faisant d'elle la guide à travers les complexités construites, celle qui détient le fil de la cohérence architecturale mais aussi de la compréhension émotionnelle. La matérialisation des conflits intérieurs en obstacles extérieurs suit une logique de dramatisation psychologique où l'inconscient devient paysage, les peurs deviennent projections armées, et les souvenirs refoulés deviennent des forteresses imprenables. Cette externalisation permet de donner une forme concrète à des processus mentaux autrement invisibles, créant un langage visuel pour représenter l'introspection qui serait impossible à filmer de manière littérale. Le génie de cette approche réside dans sa double lisibilité, fonctionnant parfaitement comme aventure spectaculaire tout en offrant une richesse allégorique à qui veut creuser sous la surface des images. La dialectique entre création et destruction parcourt tout le film, chaque niveau de rêve étant à la fois une construction méticuleuse et un édifice voué à l'effondrement, à l'image de la ville côtière du limbe s'effondrant progressivement dans la mer. Cette tension reflète la nature même du travail de deuil, qui implique à la fois de construire une nouvelle relation à l'absent et de détruire les illusions entretenues sur son compte, un processus douloureux mais nécessaire pour avancer. La mission d'Inception elle-même participe de cette dialectique, devant détruire l'identification de Fisher à l'empire paternel pour lui permettre de créer sa propre identité, dans un mouvement de déconstruction-reconstruction psychique minutieusement orchestré. L'utilisation du suspense ne repose pas sur l'ignorance mais sur la connaissance, le spectateur comprenant parfaitement les règles et les dangers, ce qui intensifie l'anxiété lors de chaque complication car nous pouvons anticiper les conséquences en cascade. Cette transparence des mécanismes narratifs représente un choix esthétique audacieux, Nolan préférant la tension intellectuelle de la prévision à la surprise facile, faisant du spectateur un collaborateur actif dans la construction du suspense plutôt qu'un réceptacle passif de chocs scénaristiques. Cette intelligence partagée crée une complicité particulière entre le film et son public, une relation basée sur le respect mutuel des capacités cognitives qui explique l'engagement durable des spectateurs. Avec cette œuvre. La question de l'héritage dépasse le cadre familial pour interroger ce que nous transmettons de nous-mêmes à travers nos actions et nos idées. Maurice Fisher laissant à son fils bien plus qu'un empire économique mais surtout une conception particulière de l'amour et de la valeur personnelle. Cette transmission intergénérationnelle des schémas psychiques constitue le véritable enjeu de l'Inception, qui cherche à modifier non pas des décisions superficielles mais les fondements mêmes de l'identité construite en réponse aux figures parentales. Dans cette perspective, le film explore comment nous pouvons consciemment remodeler l'héritage psychique que nous avons reçu, transformant les limitations perçues en possibilités nouvelles par un travail d'élaboration mentale active. Et la conclusion multiple, permettant plusieurs interprétations également valides, représente une forme narrative particulièrement adaptée à l'âge de la discussion en ligne, où les débats interprétatifs prolongent l'expérience du film bien au-delà de la salle de cinéma. Cette ouverture calculée n'est pas une indécision d'auteur mais une position philosophique assumée,
Reconnaissant que la signification d'une œuvre se construit dans la rencontre entre le texte et ses lecteurs, chaque époque et chaque spectateur y trouvant des résonances différentes. En refusant de clore définitivement l'interprétation, Nolan crée un objet culturel vivant qui continue d'évoluer et de générer de nouvelles significations à chaque visionnage et chaque discussion, assurant ainsi sa pérennité dans l'imaginaire collectif bien au-delà de sa durée initiale de projection. La philosophie implicite du film s'ancre dans une tradition idéaliste où la réalité perçue est fondamentalement une construction mentale. Mais elle s'en distingue par son pragmatisme émotionnel. Peu importe le statut ontologique du monde, ce qui compte sont les conséquences affectives de nos croyances. Cette position évite les impasses du solipsisme tout en reconnaissant la part de création active dans toute expérience, proposant une voie médiane où nous sommes à la fois les architectes et les habitants de nos réalités. La célèbre question « Qu'est-ce qu'un rêve ? Qu'est-ce qu'une vie ?» trouve ainsi sa réponse dans l'engagement éthique et émotionnel plutôt que dans la vérification métaphysique, Cobb ne guérissant pas en découvrant une vérité objective mais en choisissant d'investir pleinement le présent qu'il expérience. L'esthétique visuelle du film transcende le simple service de l'histoire pour développer son propre langage symbolique, où la verticalité des décors représente la hiérarchie des consciences, la profondeur de champ matérialise les strates mémorielles, et les ruptures de perspective illustrent les changements de niveau cognitif. Ce soin apporté à la cohérence visuelle crée un écosystème cinématographique complet où forme et fond se répondent constamment, chaque choix de mise en scène renforçant les thèmes narratifs tout en ouvrant de nouvelles pistes d'interprétation. La fameuse scène du pliage de Paris n'est ainsi pas qu'un effet spécial spectaculaire, mais une démonstration concrète de la plasticité des représentations mentales, une métaphore visuelle de notre capacité à retourner nos perceptions pour en examiner les dessous et les possibilités cachées. La dynamique de groupe au sein de l'équipe d'extraction révèle une microsociété fonctionnelle aux règles implicites, où chaque membre accepte une spécialisation tout en restant conscient de la nécessité de la coordination, créant un modèle d'intelligence collective appliqué à la navigation onirique. Cette collaboration contraste délibérément avec l'isolement psychique de Cobb, montrant que le travail en rêve partagé peut être une entreprise saine lorsqu'elle n'est pas parasitée par les obsessions personnelles, offrant ainsi un contre-modèle à la dérive individuelle vers le limbe. Les scènes de préparation, souvent négligées dans les analyses, sont pourtant essentielles car elles établissent cette culture professionnelle et cette confiance mutuelle qui rendront possibles les improvisations nécessaires face aux imprévus des niveaux plus profonds. L'innovation conceptuelle majeure du film réside dans sa théorisation de l'inconscient non comme un réservoir chaotique de pulsions mais comme un espace structuré et habitable aux lois spécifiques, ouvrant ainsi la voie à une véritable géographie psychique explorable méthodiquement. Cette vision reflète une conception contemporaine de la psyché comme système complexe plutôt que comme boîte noire mystérieuse, alignant la fiction sur les avancées des neurosciences cognitives tout en préservant la poésie nécessaire au cinéma. La rigueur avec laquelle Nolan développe les règles de cet univers, le temps dilaté, les projections, le limbe, crée un réalisme interne qui permet au spectateur de s'orienter dans la complexité, transformant ce qui pourrait être une fantaisie débridée en une expérience cognitive engageante où l'on peut anticiper les conséquences des actions selon une logique claire. La dimension politique du film, souvent sous-estimée, émerge dans la critique implicite des empires économiques comme celui des Fischer, dont la puissance repose sur des héritages psychiques autant que sur des capitaux financiers, et qui peuvent être défaits par une intervention au niveau des idées fondatrices. Cette vision rejoint des analyses contemporaines du capitalisme comme système de croyance nécessitant une adhésion psychique profonde, adhésion qui peut être sapée par la plantation d'idées alternatives dans l'inconscient collectif. La mission de l'équipe prend ainsi une coloration subversive, s'attaquant moins à un homme qu'à une mythologie d'entreprise, démantelant par la psychologie ce qui résisterait à l'assaut économique ou juridique conventionnel. L'utilisation du motif du double parcourt tout le film, depuis les identités changeantes d'Ims jusqu'aux projections de Mal, en passant par les versions différentes de Fischer père selon qu'elles sont projetées par Browning ou révélées dans le coffre-fort. Cette multiplication des reflets et des masques explore la nature fragmentée de l'identité, constamment négociée entre différentes versions de soi selon les contextes et les interlocuteurs, particulièrement dans les espaces oniriques où les frontières du moi deviennent poreuses. Le thème culmine dans la confrontation finale de Cobb avec sa projection de Mal, où il doit reconnaître qu'elle n'est ni sa femme réelle ni un simple fantôme mais une part de lui-même devenue autonome, un double psychique qu'il a créé et qu'il doit maintenant réintégrer ou laisser partir. La construction des personnages féminins dans le film mérite une attention particulière, Ariane et Mal représentant deux pôles de la relation à la création onirique. L'une comme architecte responsable et l'autre comme habitante devenue prisonnière de ses propres constructions. Cette dichotomie dépasse les stéréotypes de genre pour explorer différentes attitudes face à l'imagination et à la perte, Ariane incarnant une créativité ancrée dans le réel et Mal une créativité devenue fuite hors du réel. Le fait que les deux femmes aient des noms mythologiques,
Ariane guidant dans le labyrinthe, mal évoquant le mal mais aussi mal comme souffrance, montre la profondeur de leur conception symbolique, faisant d'elle moins des personnages psychologiques réalistes que des archétypes actifs dans le drame intérieur de Cobb. Et la gestion de l'exposition dans un scénario aussi complexe relève du tour de force. Nolan parvenant à expliquer les règles du monde onirique sans jamais interrompre le flux narratif, intégrant les nécessités pédagogiques dans les dynamiques relationnelles entre les personnages. Cette intégration organique de l'exposition montre un respect remarquable pour l'intelligence du spectateur, lui donnant les outils nécessaires sans le traiter comme un élève à qui il faudrait tout expliquer, créant plutôt une impression de découverte progressive aux côtés des personnages. La scène du café où Cobb initie Ariane fonctionne ainsi à plusieurs niveaux. Exposition nécessaire, développement de leur relation, et métalepse où le film explique ses propres mécanismes aux spectateurs tout en les intégrant à la diégèse. La réflexion sur la technologie dans le film est particulièrement subtile, les dispositifs de partage de rêves n'étant jamais montrés comme de simples machines mais comme des interfaces organiques créant une symbiose entre les consciences, évitant ainsi le fétichisme technologique tout en explorant les implications anthropologiques de cette possibilité. Cette approche humaniste de la technologie la présente comme un prolongement de capacités psychiques naturelles plutôt que comme une rupture artificielle, suggérant que le partage des rêves serait l'aboutissement de notre capacité native à l'empathie et à l'intersubjectivité. L'absence de focalisation sur les aspects matériels du dispositif, à part la mystérieuse mallette, renforce cette idée que la véritable technologie réside dans le savoir-faire psychologique plutôt que dans le hardware, dans l'art de naviguer les consciences plus que dans les machines permettant d'y accéder. La postérité du film dans la culture populaire témoigne de sa réussite à créer des images et des concepts suffisamment puissants pour devenir des références partagées, depuis la toupie oscillante jusqu'au pliage urbain, en passant par l'idée même d'inception comme manipulation psychologique profonde. Cette persistance dans l'imaginaire collectif dépasse le simple souvenir pour devenir une grille de lecture appliquée à d'autres phénomènes, le terme inception étant désormais utilisé pour décrire toute tentative d'implanter une idée à l'insu de son destinataire, dans des domaines aussi variés que le marketing, la politique ou l'éducation. Cette expansion conceptuelle montre comment une fiction peut fournir des outils cognitifs pour penser le monde réel, transformant des dispositifs narratifs en catégories analytiques applicables bien au-delà du cadre cinématographique qui les a fait naître. La cosmologie du rêve développée par Nolan repose sur un postulat fascinant: l'esprit humain partage une architecture profonde universelle, un substrat psychique commun qui rend possible la création d'espaces oniriques partagés et cohérents malgré la singularité de chaque subjectivité. Ce fond commun permet non seulement l'extraction mais fonde une forme radicale d'intersubjectivité où les frontières entre les consciences deviennent poreuses, ouvrant des possibilités aussi vertigineuses qu'inquiétantes d'influence et de compréhension mutuelle. La stabilité relative des constructions oniriques, si éloignée de l'expérience individuelle du rêve, trouve ici sa justification dans ce partage des structures fondamentales de l'imaginaire humain, une sorte d'inconscient collectif jungien rendu opérationnel par la technologie et l'expertise psychologique. L'élégance mathématique du scénario se manifeste dans la symétrie entre la structure narrative et son sujet, le film sur l'emboîtement des rêves étant lui-même construit comme une série de niveaux emboîtés, créant une métacohérence où la forme reflète parfaitement le contenu. Cette réflexivité structurelle n'est pas un simple jeu formel mais une démonstration du principe même d'inception, le film cherchant à implanter dans l'esprit du spectateur l'expérience de la complexité psychique qu'il décrit, faisant de nous des cobayes conscients de notre propre manipulation narrative. Chaque visionnage approfondit cette impression de circularité parfaite, où l'on découvre de nouveaux échos entre les différentes strates du récit, chaque élément trouvant sa place dans un ensemble dont la cohérence semble s'accroître avec l'attention qu'on lui porte. L'éthique professionnelle des extracteurs mérite une analyse distincte de leur moralité personnelle, car ils opèrent selon un code déontologique implicite qui semble exiger la discrétion, la spécialisation et surtout la non-intervention dans la vie réelle des sujets une fois la mission accomplie. Cette déconnexion entre compétences techniques et responsabilités existentielles crée une tension constante chez Cobb, dont l'expertise professionnelle est constamment compromise par ses engagements émotionnels, faisant de lui à la fois le meilleur et le pire des extracteurs. La scène où il avoue à Ariane avoir franchi la ligne rouge avec Mal prend ainsi une dimension professionnelle autant que personnelle, révélant comment l'échec déontologique peut produire des catastrophes existentielles lorsque le travail touche au fondement même de l'identité. La théorie des états modifiés de conscience trouve dans le film une illustration particulièrement sophistiquée, chaque niveau de rêve correspondant à un état spécifique de conscience, vigilance altérée, rêve lucide, état hypnagogique, expérience de type psychédélique. Cette gradation soigneusement construite donne une épaisseur scientifique à la fantaisie du scénario, permettant au spectateur de reconnaître des expériences psychologiques réelles dans des situations extraordinaires,
créant ainsi un réalisme phénoménologique qui compense l'extravagance des prémices. Le travail de recherche de Nolan transparaît dans cette modélisation crédible de ce que pourrait être une cartographie systématique des états de conscience, proposant une taxonomie imaginative mais rigoureuse des profondeurs de l'esprit. L'opposition entre labyrinthe et refuge structure l'expérience spatiale du film, les mêmes décors passant d'un pôle à l'autre selon la psychologie des personnages. L'hôtel est d'abord un refuge planifié puis devient un labyrinthe tournoyant. La forteresse est un labyrinthe défensif qui devient le refuge du secret paternel, le lab est un refuge devenu labyrinthe sans fin. Cette dialectique spatiale reflète la condition psychologique des personnages, toujours à la recherche d'un abri qui finit par les enfermer, d'une sécurité qui se transforme en piège, jusqu'à ce que Cobb comprenne que le seul refuge véritable est l'acceptation de sa vulnérabilité plutôt que la construction de forteresses mentales. Cette compréhension finale est spatialement signifiée par son retour à la maison réelle ou rêvée, un espace domestique ouvert et lumineux qui contraste radicalement avec les intérieurs clos et artificiels des rêves partagés. La sociologie implicite du monde d'Inception révèle une société où l'espionnage économique a atteint un niveau de sophistication tel que la guerre se joue désormais dans l'inconscient des héritiers et des dirigeants, faisant des extracteurs des mercenaires psychiques aussi. Presiox quedan hereux. Cette vision rejoint des préoccupations contemporaines sur le capitalisme cognitif et la valeur des idées, poussé à son paroxysme dans un monde où les secrets commerciaux ne sont plus dans des coffres-forts mais dans les replis les plus intimes de la psyché des décideurs. Le personnage de Saito incarne parfaitement ce nouvel ordre, passant de cible à commanditaire, reconnaissant dans l'expertise de Cobb une arme bien plus précieuse que les moyens de pression traditionnels et acceptant d'y investir des ressources considérables pour un avantage compétitif décisif. Le traitement de la mémoire affective comme matériau de construction onirique est d'une grande subtilité psychologique, montrant comment les souvenirs ne sont pas des archives statiques mais des ressources vivantes constamment retravaillées par les besoins émotionnels du présent. Le souvenir du moulin à vent chez Fischer, enfoui sous des couches de conflit, ou les derniers instants avec Mal chez Cobb, rejoués jusqu'à la déformation, illustrent cette plasticité mémorielle qui fait de notre passé non une donnée fixe mais une narration toujours révisable. L'Inception elle-même joue sur cette plasticité en insérant dans le réseau mémoriel de Fischer un nouveau souvenir fantôme, montrant comment la manipulation psychologique profonde consiste moins à imposer des idées nouvelles qu'à réorganiser les souvenirs existants pour en changer la signification globale. La cinématographie de Walid Fisté mérite une attention particulière pour sa capacité à créer une continuité visuelle entre des réalités pourtant radicalement différentes, utilisant la lumière, la profondeur de champ et le mouvement de caméra pour signaler les changements de niveau sans jamais rompre l'immersion du spectateur. Ce travail de cohérence visuelle est essentiel pour maintenir la lisibilité d'un récit aux multiples strates, créant une grammaire cinématographique où chaque plan contient des indices sur la nature de la réalité dépeinte sans jamais recourir à des effets gratuits ou explicatifs. Les célèbres plans en rotation de l'hôtel ou de la forteresse montrent cette maîtrise, étant à la fois des tours de force techniques et des expressions parfaites des états psychologiques des personnages, des métaphores visuelles intégrées organiquement à l'action. La question du réalisme dans la fiction spéculative trouve dans Inception une réponse remarquable. Le réalisme ne réside pas dans la vraisemblance des prémices mais dans la cohérence interne de leur développement et dans la vérité psychologique des réactions des personnages. Cette approche permet au film d'explorer des concepts extravagants tout en maintenant une forte identification émotionnelle, les personnages réagissant aux situations impossibles avec des émotions parfaitement reconnaissables, peur, culpabilité, désir de rédemption. Ce réalisme psychologique compense l'irréalisme des situations, créant un équilibre délicat où le spectateur peut à la fois s'émerveiller devant l'imagination déployée et s'identifier profondément aux dilemmes humains présentés, une combinaison rare qui explique l'impact durable du film. La portée philosophique ultime du film pourrait résider dans sa proposition que la distinction entre rêve et réalité est moins importante que la qualité éthique de notre engagement avec l'expérience présente, quelle que soit son origine ontologique. Cette position pragmatique évite les pièges du scepticisme radical tout en reconnaissant la part de construction active dans toute expérience, proposant une éthique de l'attention et de la responsabilité plutôt qu'une métaphysique de la vérité. La fin du film, avec son célèbre plan sur la toupie laissée à l'attention du spectateur, réalise parfaitement cette idée en transférant la question de la réalité du monde diégétique à l'engagement interprétatif du public, faisant de nous les véritables arbitres de la signification ultime de l'histoire, selon que nous choisissons de croire au happy end ou d'en douter. Cette confiance dans la capacité du spectateur à assumer l'ambiguïté représente un acte de respect artistique rare dans le cinéma populaire, expliquant pourquoi le film continue de fasciner et de diviser plus d'une décennie après sa sortie. La dialectique du contrôle et de l'abandon constitue une ligne de force majeure du récit,
Chaque personnage étant confronté à la nécessité paradoxale de planifier méticuleusement tout en sachant s'abandonner à l'imprévu, dans une danse constante entre la volonté et l'acceptation. Cobb incarne cette tension de façon aiguë, son expertise reposant sur un contrôle presque absolu des paramètres oniriques mais son salut exigeant qu'il abandonne le contrôle sur ses propres démons et sur l'issue finale de sa quête. Cette leçon existentielle trouve son expression la plus pure dans la scène finale, où il choisit de détourner le regard de la toupie, préférant l'incertitude vivante à la certitude morte, le mouvement de la vie au point fixe de la vérification. L'ontologie des objets dans les rêves partagés pose des questions fascinantes sur la nature de la réalité matérielle, car ces objets ne sont ni de simples illusions puisqu'ils ont des effets concrets, ni des entités pleinement autonomes puisqu'ils dépendent de la conscience des rêveurs. Ce statut intermédiaire entre réalité et imagination reflète des débats philosophiques contemporains sur la nature de la conscience et son rapport au monde, suggérant que toute expérience est toujours déjà une construction mentale, même dans l'état de veille. Les totems, en particulier, fonctionnent comme des points d'ancrage dans cette fluidité ontologique, mais le film montre leur vulnérabilité fondamentale, puisqu'ils ne sont fiables que si leur propriétaire maintient une connaissance intime de leur comportement dans la réalité. Et la construction des personnages secondaires révèle une économie narrative remarquable. Chaque membre de l'équipe représentant non seulement une compétence technique mais une attitude philosophique face au rêve et à la réalité. Arthur incarne le rationalisme pragmatique, Ims le pragmatisme créatif, Youssouf le matérialisme chimique, Ariane l'idéalisme responsable et Saito le volontarisme stratégique. Cette distribution des perspectives crée une polyphonie philosophique où chaque approche a sa validité et ses limites, obligeant le spectateur à considérer la complexité de l'expérience onirique sous plusieurs angles complémentaires plutôt qu'à travers une seule grille de lecture. L'innovation formelle du film réside dans sa capacité à créer une grammaire cinématographique pour représenter la pensée elle-même, les transitions entre niveaux de rêve fonctionnant comme des métaphores visuelles des sauts cognitifs, les déformations d'espace illustrant la plasticité mentale, les superpositions temporelles matérialisant la simultanéité des processus psychiques. Cette réussite transforme le film en plus qu'une histoire, en un modèle expérimental de la conscience, une tentative ambitieuse de donner à voir l'invisible dynamique de l'esprit humain. La célèbre scène du pliage de Paris, par exemple, ne montre pas seulement un effet spécial spectaculaire mais rend visible la capacité de l'esprit à manipuler ses représentations spatiales, à retourner les perceptions comme on feuillette les pages d'un livre. L'économie politique du monde d'Inception mérite analyse, car elle révèle un système où le capitalisme a colonisé jusqu'à l'inconscient, faisant des idées et des secrets mentaux les marchandises les plus précieuses et les plus disputées. Cette vision rejoint les théories du capitalisme cognitif mais les pousse à leur paroxysme, imaginant un monde où l'extraction de valeur ne se fait plus seulement par le travail ou la propriété intellectuelle mais par l'infiltration directe des processus mentaux d'autrui. Le contrat avec Saito, en échange de la possibilité pour Cobb de rentrer chez lui, illustre cette logique marchande étendue au domaine le plus intime, faisant de la rédemption personnelle elle-même un enjeu dans les transactions économiques globales. La temporalité du deuil trouve dans la structure du film une expression formelle remarquable, chaque niveau de rêve correspondant à une couche temporelle différente dans le travail de deuil de Cobb, depuis la réaction immédiate et chaotique, niveau de la ville, jusqu'à l'intégration profonde et lâcher-prise, limbe. Cette correspondance entre structure narrative et processus psychologique montre la profonde unité du film, où la forme n'est jamais décorative mais toujours signifiante, où la complexité scénaristique sert directement l'exploration émotionnelle. La dilatation temporelle elle-même devient une métaphore de l'expérience du deuil, où le temps subjectif semble s'étirer indéfiniment dans la douleur tout en paraissant voler dans les moments de distraction. La question de l'authenticité traverse tout le film, opposant la réalité parfois cruelle mais authentique au rêve séduisant mais illusoire, mais compliquant cette opposition par la reconnaissance que même dans la réalité, nous jouons des rôles et construisons des narrations. Cette complexité culmine dans le personnage d'Ims, le faussaire, qui fait de l'inauthenticité assumer son mode d'être authentique, suggérant que l'authenticité ne réside peut-être pas dans l'origine de nos actions mais dans la conscience avec laquelle nous les assumons. Cobb, à l'inverse, doit apprendre que son deuil authentique est devenu une performance inauthentique, une répétition compulsive qui l'éloigne de la vérité de son expérience présente plutôt qu'elle ne l'en rapproche. L'utilisation des mythes et archétypes n'est jamais lourde mais toujours subtile, le film tissant des références à la mythologie grecque, Ariane, le labyrinthe, au conte, la forteresse inaccessible, l'héritier à libérer, et au récit biblique, la chute, la rédemption, sans jamais sombrer dans l'allégorie explicite. Cette richesse intertextuelle donne au récit une épaisseur culturelle qui dépasse son cadre science-fictionnel, l'inscrivant dans une longue tradition de récits sur la quête de soi à travers des épreuves symboliques. Le génie de Nolan est d'intégrer ces références de manière organique,
faisant du voyage de Cobb non une allégorie à décoder mais une histoire qui gagne en résonance par ses échos avec nos récits fondamentaux. La théorie de l'esprit mise en scène dans le film reflète une conception à la fois classique et moderne, reconnaissant l'existence d'un inconscient structuré et dynamique tout en permettant un accès conscient à ces mécanismes par des techniques spécialisées. Cette vision optimiste de l'introspection contraste avec les conceptions plus pessimistes de l'inaccessibilité radicale de l'inconscient, proposant que l'esprit puisse être cartographié, navigué et même transformé par une connaissance et une volonté appropriée. La mission d'Inception elle-même représente le point culminant de cette vision, où la compréhension des mécanismes psychiques permet non seulement de les observer mais de les modifier délibérément, pour le meilleur ou pour le pire selon les intentions et la compétence de l'intervenant. La postérité philosophique du film tient à sa capacité à cristalliser des questions anciennes sur la réalité et l'illusion dans des formes narratives et visuelles mémorables, créant des images qui continuent à hanter la réflexion bien après la fin du visionnage. Cette persistance dans l'imaginaire philosophique contemporain montre comment le cinéma peut devenir un lieu de pensée à part entière, non en illustrant des thèses philosophiques mais en créant des expériences qui suscitent l'interrogation philosophique. La toupie tournante de la fin est devenue une icône de cette interrogation, un symbole parfait de l'incertitude fondamentale qui caractérise notre rapport au monde, et de la décision existentielle de vivre pleinement malgré cette incertitude plutôt que d'attendre une certitude qui ne viendra peut-être jamais point. L'architecture conceptuelle du film repose sur un principe de récursivité où chaque niveau de l'histoire reflète et contient les autres, créant un système de miroir narratif qui explore l'idée même de représentation et de réalité. Cette structure n'est pas un simple artifice formel mais l'expression même du propos, chaque rêve à l'intérieur du rêve questionnant notre capacité à distinguer l'original de sa copie, le modèle de sa simulation. La célèbre scène où Cobb explique les règles du rêve partagé à Ariane fonctionne ainsi à plusieurs niveaux, instruisant à la fois le personnage, le spectateur, et reflétant le propre travail de mise en scène de Nolan avec son public, dans un jeu de miroir métacinématographique fascinant. La phénoménologie de l'expérience onirique dans le film montre une attention remarquable aux qualités sensorielles spécifiques du rêve, depuis la sensation de chute qui précède le réveil jusqu'à l'étrange familiarité des lieux rêvés, en passant par la fluidité des transformations environnementales. Cette fidélité à certaines caractéristiques documentées des rêves lucides donne une assise réaliste au fantastique du scénario, permettant au spectateur de reconnaître dans ces extravagances des échos de sa propre expérience onirique. Le traitement de la mémoire dans les rêves est particulièrement subtil, montrant comment les souvenirs réels sont à la fois la matière première des constructions oniriques et des éléments déformés par elles, créant ce sentiment si particulier de familiarité étrange qui caractérise souvent l'expérience du rêve. La dimension tragique du personnage de Cobb tient à sa position d'anti-héros moderne, un homme dont la compétence technique exceptionnelle contraste avec son incompétence émotionnelle profonde, dont la maîtrise du rêve d'autrui s'accompagne d'une impuissance totale face à ses propres démons. Cette contradiction fait de lui une figure profondément moderne, reflétant notre condition dans un monde où l'expertise technique progresse exponentiellement tandis que la sagesse émotionnelle semble stagner, où nous pouvons manipuler des environnements virtuels complexes mais restons démunis face à nos vulnérabilités psychiques les plus fondamentales. Son voyage vers la rédemption passe ainsi moins par l'acquisition de nouvelles compétences que par l'acceptation de ses limites et de sa propre humanité faillible. L'économie narrative du film montre un souci constant de densité sémantique, chaque scène servant simultanément à faire avancer l'intrigue, à développer les personnages, à expliquer les règles du monde et à explorer les thèmes philosophiques sous-jacents. Cette multifonctionnalité narrative explique pourquoi le film supporte si bien les visionnages répétés, chaque nouvelle exploration révélant des couches de signification précédemment négligées, des échos entre des scènes éloignées, des motifs qui structurent l'ensemble sans être immédiatement apparents. Le travail d'écriture atteint ici une maîtrise rare, parvenant à concilier la complexité intellectuelle avec la clarté narrative et l'intensité émotionnelle. La théorie de la conscience implicite dans le film présente une vision dynamique où l'esprit n'est pas un contenant passif mais un espace actif de création permanente, où la distinction entre perception et imagination devient poreuse, où la réalité elle-même est perçue comme une construction continue plutôt que comme une donnée stable. Cette vision rejoint certaines théories contemporaines en neurosciences cognitives, tout en conservant une dimension poétique et existentielle qui dépasse le cadre scientifique strict. Le concept de limbe, en particulier, représente une extrapolation fascinante de cette idée, imaginant ce qui se passe quand le processus de construction de la réalité perd tout ancrage dans un monde extérieur partagé, créant une subjectivité pure déliée de toute intersubjectivité stabilisatrice. L'éthique relationnelle du film explore les implications du partage onirique sur l'intimité et la confiance, créant des situations où les personnages ont accès aux couches les plus profondes de la psyché les uns des autres,
avec toutes les possibilités de compréhension empathique et de violation traumatique que cela implique. Cette dimension est particulièrement présente dans la relation entre Cobb et Ariane, où la jeune architecte devient progressivement témoin des démons de son mentor, passant d'une collaboration professionnelle à une implication émotionnelle profonde qui la transforme autant que lui. La scène où elle découvre la projection de Mal dans le rêve de Cobb marque un point de non-retour dans cette relation, faisant d'elle non plus seulement une collègue mais une gardienne de sa vulnérabilité, une position à la fois privilégiée et lourde de responsabilité. L'esthétique de la précision qui caractérise le film se manifeste à tous les niveaux, depuis la symétrie presque mathématique des décors jusqu'au minutage parfait des enchaînements scénaristiques, en passant par la coordination chorégraphiée des actions dans les différents niveaux de rêve. Cette obsession du détail contrôlé n'est pas un fétichisme formel mais l'expression visuelle du thème central du contrôle et de sa perte, créant un contraste poignant entre la perfection des plans initiaux et le chaos croissant qui envahit progressivement ces mondes parfaitement réglés. La scène du combat dans l'hôtel sans gravité illustre magnifiquement cette idée, montrant des personnages essayant de maintenir une coordination parfaite dans un environnement dont les règles physiques fondamentales deviennent instables et imprévisibles. La dimension politique du film dépasse la critique économique pour aborder des questions de souveraineté psychique et de résistance à la manipulation, posant la question de savoir si notre fort intérieur est le dernier espace de liberté dans un monde de contrôle total ou au contraire le territoire ultime à conquérir pour les pouvoirs dominants. Cette interrogation résonne avec des préoccupations contemporaines sur la surveillance algorithmique et la manipulation des désirs, poussant à l'extrême la logique d'une société où même nos rêves ne seraient plus des refuges inviolables. La figure de Saito, à la fois victime et commanditaire d'extraction, incarne cette ambiguïté, montrant comment les mêmes techniques peuvent servir la résistance ou la domination selon qui les contrôle et à quelle fin. La philosophie du temps développée dans le film propose une vision relationnelle où la durée n'est pas une donnée absolue mais une expérience relative à l'état de conscience, où plusieurs temporalités peuvent coexister et interagir, où le passé et le futur sont moins des lignes chronologiques que des ressources psychiques disponibles dans le présent. Cette conception rejoint certaines intuitions de la phénoménologie et des traditions méditatives, tout en les intégrant dans un récit d'action palpitant qui les rend accessibles et concrètes. L'expérience de Saito dans le limbe, vieillissant de décennies en quelques minutes objectives, illustre de façon poignante cette plasticité temporelle de la conscience et la difficulté de réintégrer des temporalités subjectives radicalement divergentes. La conclusion ouverte du film représente un acte de confiance radicale dans le spectateur, refusant de clore définitivement l'interprétation pour préserver la vitalité de la réflexion et du débat bien après la fin de la projection. Cette ouverture calculée n'est pas une indécision d'auteur mais une position esthétique et philosophique assumée, reconnaissant que la signification d'une œuvre se construit dans le dialogue entre le texte et ses lecteurs, et que certaines questions sont plus fécondes laissées ouvertes que définitivement résolues. Le plan final sur la toupie, suspendu entre deux états possibles, devient ainsi le symbole de cette ouverture, une image parfaite de l'équilibre entre détermination narrative et liberté interprétative, entre la maîtrise du cinéaste et l'autonomie du spectateur, entre le rêve peut être terminé et la réalité peut être retrouvée. Et la structure même du film est une allégorie de la conscience humaine. Chaque niveau de rêve représentant une couche de profondeur psychologique, depuis les processus cognitifs superficiels jusqu'aux strates archaïques de l'inconscient collectif. Cette architecture narrative soigneusement hiérarchisée ne sert pas qu'à créer un suspense mécanique, elle offre une modélisation esthétique de la théorie des états modifiés de conscience, où chaque descente correspond à un relâchement progressif des contrôles de l'ego. La progression des environnements, de la ville dense vers la forteresse isolée puis vers le limbe informe, mime le voyage intérieur vers le noyau le plus indifférencié de l'expérience subjective, là où les frontières du soi se dissolvent dans un continuum psychique. La philosophie de l'esprit qui sous-tend le scénario suppose une conception relationnelle de l'identité, où le soi n'est pas une entité fixe mais un noyau narratif constamment réécrit à travers les interactions et surtout à travers l'intégration des expériences oniriques. Dans cette perspective, l'inception pratiquée sur Fischer est moins une manipulation qu'une réorientation délibérée de sa propre narration identitaire, une greffe d'idées qui prend parce qu'elle s'insère dans une trame psychologique préexistante et la fait bifurquer. Cobb lui-même subit une transformation identitaire similaire, mais de l'intérieur, en se confrontant aux projections de son propre subconscient et en réintégrant des parties de lui-même qu'il avait refoulées, notamment sa culpabilité et son chagrin. L'économie des émotions dans le film est remarquablement contrôlée, Nolan dosant avec précision la révélation des traumatismes pour maintenir une tension entre l'intrigue professionnelle et le drame personnel. Cette retenue émotionnelle évite le mélodrame tout en permettant à des scènes clés, comme la confession de Cobb à Ariane ou son dernier dialogue avec la projection de Mal, d'atteindre une intensité d'autant plus forte qu'elle contraste avec la froideur technique des séquences de planification.
Le personnage de Cobb, habité par Leonardo DiCaprio, incarne cette retenue douloureuse, sa maîtrise professionnelle faisant écran à une vulnérabilité qui ne se révèle que par bribes, jusqu'à l'effondrement cathartique dans le limbe. Le concept de « crime parfait » dans le contexte onirique soulève des questions juridiques inédites qui anticipent des débats futurs sur la responsabilité dans les espaces virtuels partagés. Si un dommage psychique profond est infligé dans un rêve, mais qu'il a des conséquences durables dans la réalité, comme le suicide de Mal, quelle instance peut en juger, et selon quelle loi? Le film esquisse un monde où cette jurisprudence n'existe pas encore, laissant les extracteurs opérer dans une zone grise où la seule sanction possible est l'exclusion de la communauté professionnelle ou la vengeance personnelle. Cette absence de cadre normatif souligne le caractère pionnier et précaire de leur pratique, à la frontière de la découverte scientifique et de la violation éthique. La symbolique des éléments dans les différents niveaux de rêve mérite une analyse approfondie. L'eau de la ville pluvieuse représente l'inconscient liquide et les émotions refoulées, la structure solide de l'hôtel incarne la rationalité et le contrôle, la neige de la forteresse symbolise l'isolement affectif et la froideur des relations, les ruines du limbe évoquent les décombres de la mémoire et l'effritement du temps. Ces motifs élémentaires ne sont pas de simples décors mais participent activement à la narration, créant une ambiance psychologique qui guide subtilement l'interprétation des spectateurs sans recourir à un symbolisme trop lourd. La maîtrise de ce langage cinématographique montre la maturité artistique de Nolan, capable de faire fonctionner simultanément plusieurs niveaux de signification. La théorie de la création artistique trouve dans Inception un miroir fascinant, chaque architecte de rêve fonctionnant comme une allégorie de l'artiste qui doit construire des mondes crédibles tout en y intégrant des failles créatives qui en garantissent l'instabilité nécessaire à la vie. Ariane, en particulier, représente l'artiste idéal, curieux, rigoureux, mais aussi conscient de la responsabilité éthique de ses créations, refusant de construire des répliques trop parfaites de lieux réels par respect pour l'intégrité psychique des rêveurs. Cette éthique de la création contraste avec l'attitude de Cobb, qui a construit dans le limbe une réplique obsessionnelle de sa vie avec Mal, transformant l'acte créateur en piège narcissique dont il ne peut plus s'échapper. La dimension sociale du rêve partagé introduit une réflexion sur l'intersubjectivité radicale, imaginant une forme de communication qui dépasse le langage pour atteindre le partage direct d'expériences sensorielles et émotionnelles. Cette possibilité ouvre des horizons aussi fascinants qu'effrayants, depuis la thérapie empathique la plus profonde jusqu'à la manipulation la plus totale, selon l'intention des participants. Le film montre surtout les dangers de cette promiscuité psychique, particulièrement à travers la contamination des rêves par les projections incontrôlées, révélant combien notre intimité mentale est vulnérable dès lors qu'elle n'est plus protégée par l'opacité du crâne. L'esthétique de la répétition et de la variation structure le film à plusieurs niveaux, depuis les répliques en écho jusqu'aux scènes qui rejouent des traumatismes sous des angles légèrement différents, créant une impression de déjà-vu qui mime elle-même l'expérience onirique. Ce procédé n'est pas une facilité narrative mais une stratégie délibérée pour explorer la nature de la mémoire et du trauma, montrant comment les souvenirs douloureux se répètent inlassablement jusqu'à ce qu'ils soient retravaillés et intégrés. La scène du suicide de Mal, racontée puis montrée sous différents angles, illustre cette variation autour d'un noyau traumatique fixe, chaque version apportant un nouvel éclairage sur la responsabilité de Cobb et sur la nature de la manipulation qu'il a exercée. La philosophie du temps qui émerge du film est profondément bergsonienne, opposant le temps mesurable de l'horloge au temps vécu de la durée intérieure, et explorant les conséquences existentielles de leur divergence radicale. Cette exploration atteint son paroxysme dans l'expérience du limbe, où des décennies subjectives peuvent s'écouler en quelques minutes objectives, posant la question de savoir quelle temporalité définit notre identité, celle de notre corps vieillissant ou celle de notre conscience expansible. La scène où Saito, devenu vieillard dans le limbe, reconnaît enfin Cobb, est une méditation poignante sur cette dissociation temporelle et sur la fidélité à une promesse faite dans un temps qui n'existe plus. La conclusion du film, dans son ambiguïté même, réalise la fusion parfaite de sa forme et de son fond, laissant le spectateur dans la même incertitude que Cobb sur la nature de la réalité atteinte, et donc dans la nécessité de faire le même choix existentiel que lui. Ce choix n'est pas entre le rêve et la réalité, mais entre l'obsession de la vérification et l'acceptation de l'expérience présente, entre le doute paralysant et l'engagement malgré l'incertitude. En refusant de trancher, Nolan ne fait pas seulement un coup de cinéma, il nous propose une leçon de vie. Parfois, pour être libre, il faut renoncer à savoir et préférer le tourbillon de la vie à l'immobilité de la certitude. Cette leçon, offerte à travers un spectacle d'une intelligence et d'une beauté rares, explique pourquoi Inception continue de fasciner et d'inspirer plus d'une décennie après sa sortie, restant non seulement un grand film, mais une expérience philosophique transformatrice.